Il est 13 h à Cotonou. Bienvenue dans ce journal de ce mercredi 3 juin de l'année 2020. Vous êtes les bienvenus à cette session d'information dont voici les titres. Au sommaire de ce 13 h, changement de règles à l'Assemblée nationale qui suscite moult appréhensions et des commentaires. Alors que le processus électoral est en cours, les députés ont procédé mardi à la modification de certains articles du Code électoral. Quels sont les motifs qui sous-tendent la modification? Ils se sont expliqués lors de la plénière qui a consacré l'adoption de la nouvelle loi électorale modifiée. Assure également décentralisation avec l'élection et l'installation des nouveaux conseils communaux au Bénin. L'exercice se poursuit. On parlera dans ce journal de l'étape de Jougou prévue pour ce jour. Après le contrôle de présence des 33 élus et la phase protocolaire, le préfet a tout simplement suspendu la séance. Pourquoi une telle suspension? Vous aurez la réponse tout à l'heure. Éducation, les élèves des classes de 3e et terminale planchent depuis hier pour l'examen blanc organisé pour jauger leur niveau. Comment l'examen se déroule-t-il? Nos reporters sont allés constater le démarrage effectif des épreuves écrites. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et merci de nous choisir pour vous informer. L'actualité au Bénin est désormais dominée par la politique et la décentralisation. Face aux différents blocages observés dans l'installation des conseils communaux, le pays dispose désormais d'un nouveau code électoral révisé. Les députés ont procédé donc mardi à la modification de certains articles de l'ancienne loi électorale. Emma Rodonou et Barnabé Messan étaient présents lors de la plénière. Regardez. Une loi portant interprétation et complétant la loi numéro 2019-43 portant code électoral. Les députés ont délibéré ce mardi en procédure d'urgence pour, disent-ils, mettre un terme aux nombreux blocages et à la cacophonie des ambitions enregistrées dans le processus d'élection des exécutifs communaux. Chapitre 2 nouveau de la désignation ou de l'élection du maire et de ses adjoints et des agents au maire. Article 189 nouveau. Le maire et ses adjoints sont désignés par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers. À défaut de majorité absolue, le maire et ses adjoints sont désignés par l'ensemble des partis ayant constitué une majorité absolue par la signature d'un accord de gouvernance communale. L'accord de gouvernance communale est notifié à l'autorité de tutelle. Article 190 nouveau. À défaut de majorité absolue ou d'accord de gouvernance communale, le maire et ses adjoints sont élus par le conseil communal municipal au scrutin uninominal secret à la majorité absolue. En cas d'absence de majorité absolue lors du premier tour du scrutin, il est procédé en cas d'égalité de voix à autant de tours qu'il sera nécessaire pour que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés soit élu. Dans le débat général, plusieurs députés sont intervenus pour repréciser les motifs qui sous-tendent l'initiative. Monsieur le Président, de quoi il s'agit? Il s'agit de discipliner les militants qui sont des responsables désignés au sein des différents partis politiques. Des militants sont devenus plus forts que même le président du parti. Des militants qui se sont fait à genoux à moi pour aller sur la liste et j'ai sorti de l'argent pour faire sa campagne pour son élection. Tout juste après son élection, c'est moi qui ai commencé à m'agenouiller à lui. Tout juste parce qu'il est devenu conseiller. Malgré que j'ai une majorité dans ma commune, le candidat que le parti a choisi, c'est 4 conseillers. Veut nous bloquer ça là. Je vous jure, monsieur le Président, je me suis agenouillé à 3 parmi les 4 pour qu'ils acceptent et rien ne garantit que quand il y aurait vote, ils vont faire ce que le parti a demandé. Il est tout à fait nécessaire que lorsque, par exemple, un parti comme les FCBE gagne
la municipalité de Parakou, que par des subterfuges, certains acteurs interviennent pour empêcher que le parti choisisse qui il veut pour diriger la municipalité. J'estime que ce qui est valable pour eux est valable également pour des formations politiques de la mouvance. Je pense que nous devons être corrects dans la réforme que nous avons engagée pour faire en sorte que les institutions soient plus fortes que les individus. Nous devons faire en sorte que les partis effectivement structurent la vie politique et que les militants essayent de respecter un minimum de code de déontologie et d'éthique. Je voudrais donc dire que la suprématie des partis politiques s'affirme pour que des individus ne se lèvent pas pour mettre en déroute l'esprit de la réforme qui a été savamment initiée par le président de la République. Soumise au vote, la loi portant interprétation et complétant la loi numéro 2019-43 portant code électoral a été adoptée à l'unanimité des députés présents et représentés. Et lors de la plénière, le gouvernement était donc représenté par le ministre de la Justice. On va rapidement l'écouter au micro de Emma Hodon. Je me rappelle bien, cela a été dit ici, que la réforme du système partisan visait à assurer la suprématie des partis politiques investis comme la Constitution, comme les animateurs principaux de la vie politique. Il convient donc que cette suprématie voulue et manifestée dans le code électoral, qui prévoit en son article 189 que le maire et ses agents sont issus de la liste du parti majoritaire. Je crois que cette volonté manifestée par le législateur doit, dans le contexte actuel, être davantage éclairée. C'est dire donc que l'initiative de cette loi permettra donc de régler définitivement le sens dans lequel doivent être entendues les dispositions de l'article 189, si tant est que les partis politiques sont les principaux animateurs de la vie politique, et lorsqu'un parti politique a, à la suite d'un vote, obtenu une majorité, il convient bien que ce parti ait la gouvernance de la localité et que la discipline qu'elle va instituer ou instaurer permette donc de faire désigner les maires, ses adjoints et peut-être même, j'ai lu dans la loi, les chefs d'arrondissement soient donc issus de ces partis-là et qu'à la tête de ces localités, il y ait une gouvernance stabilisée et une gouvernance homogène. Décentralisation et politique, l'élection et l'installation de nouveaux conseils communaux au Bénin. L'exercice se poursuit. L'étape de Djougou prévue pour ce jour n'a pas connu son épilogue. Après le contrôle de présence des 33 conseillers élus et la phase protocolaire, le préfet du département a suspendu la séance. Motif, le préfet Ilyas Biaou n'a pas reçu la liste des membres de l'exécutif communal désigné par le parti majoritaire. Les conseillers communaux de la ville de Djougou entrent officiellement en fonction ce mercredi 3 juin 2020. Au total 33, ils ont été installés par le préfet du département de la Donga, conformément au code électoral du 15 novembre 2019. Messieurs les conseillers communaux de la commune de Djougou, et en ma qualité d'autorité de tutelle des communes du département de la Donga, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, je vous installe officiellement et solennellement ce jour, mercredi 3 juin 2020, dans vos fonctions de conseillers communaux et vous renvoie à l'exercice des dites fonctions. Avant l'installation proprement dite de ces conseillers, l'autorité préfectorale a procédé au contrôle de présence et à la vérification de leur identité. Sur les 33 conseillers communaux de Djougou élus, 23 sont de la liste du bloc républicain, parti majoritaire, 4 de l'Union progressiste et 6 du parti FCBE. À peine installés, quelques-uns dévoilent leurs priorités. D'abord, je mets ce mandat là sous la protection divine et ensuite l'engagement à servir la commune.
C'est sous ce signe que je mets le mandat qui vient de démarrer ce jour et nous souhaitons qu'il soit heureux tous les 6 ans à venir. Nous voulons nous mettre au service de la commune, au service de la population. Voilà pourquoi nous avons été candidats et voilà que les populations ont accepté favorablement notre candidature et donc nous sommes là pour les servir. Nous allons nous mettre au travail très bientôt avec tous les autres conseillers, les 33 que nous constituons, pour que véritablement la commune puisse en profiter. Je voudrais remercier d'abord la population qui m'a fait confiance en me donnant ce mandat de conseiller communal au niveau du conseil communal de Djougou. Et je suis d'accord pour assumer ce rôle parce que le développement de nos localités appelle tous les fils de nos territoires. Et donc, ce que je sais faire et ce que j'apporte à d'autres, je voudrais l'apporter à ma commune qui m'a vu naître et qui m'a tout donné. Ce jour, c'est un jour pas comme tous les autres. Même si c'est un conseil communal que nous connaissions, il y a quand même de nouvelles têtes qui sont arrivées. Il faut se connaître, il faut voir dans quelle mesure on va reprendre le travail pour le développement de notre commune. En attendant l'élection du prochain maire de Djougou prévue dans les tout prochains jours, le préfet de la Donga a invité le maire sortant à gérer les affaires courantes. Et l'élection du maire de la ville de Boycon, ses agents et des chefs d'arrondissement aura lieu ultérieurement. Ainsi en a décidé le préfet après l'installation du conseil communal. La cérémonie a connu la présence de quelques députés des forces de l'ordre et une forte mobilisation de la population. On écoute ici un extrait des propos de quelques conseillers des deux blocs. Mes impressions sont bonnes. Le préfet nous a bien installés, fait la lecture des tests et qu'il y a d'autres dispositions à prendre avant l'installation de l'exécutif. La population attend impatiemment l'exécutif pour que le travail commence réellement. Donc, l'État et les institutions savent bien l'enjeu. Donc, ils feront ce qui est nécessaire. Mes impressions sont naturellement bonnes parce que le préfet vient de nous installer. Nous avons fini avec la politique, nous avons fini avec les campagnes et on doit céder la place au développement de notre localité. Si quelqu'un aime Boycon, quelqu'un se réclame fils de cette ville, la personne doit être en mesure de participer effectivement aux questions de développement donc, de cette commune. Les messages du préfet ont été bien reçus et bien notés. Et je pense que d'ici là, il a dit qu'il va nous convoquer à nouveau pour nous faire part de la proposition de la liste des candidatures au poste du maire, premier adjoint au maire, etc. de notre parti. Donc, wait and see, attendons de voir. Et nous sommes des militants très disciplinés et nous sommes appelés à respecter les consignes de notre parti. C'est une joie pour chacun de nous. Je voudrais simplement dire aux populations de rester sereines. Nous avons déjà gagné, c'est la victoire du peuple. Donc bientôt, on aura nos dirigeants, le maire, le premier adjoint, le deuxième adjoint et nos chefs d'arrondissement et tous ceux qui doivent s'occuper du bonheur de Boycon à l'avenir. Je remercie d'abord l'autorité qui s'est déplacée pour nous installer ce matin. Je crois que c'est la suite logique des choses. Et ça a été suspendu. Nous sommes aussi là et nous attendons la reprise incessamment pour que la tête et les autres corps soient connus dans les brefs délais. Merci. Et je demanderai à notre population d'être calme et sereine, que tout est fait pour leur avantage, pour leur gain et que rien ne se fera sans elle. À Djidja, c'est pratiquement le même scénario. Le processus entamé n'a pas pu aller à terme. L'élection du maire, de ses agents ainsi que des chefs d'arrondissement a été purement et simplement reportée. Le préfet dit vouloir d'abord aller vérifier l'authenticité de la liste de l'exécutif envoyée par le parti majoritaire auprès de ses responsables avant de poursuivre et terminer la procédure. On écoute les protagonistes au micro de Imet Elena Moussa. Conformément aux dispositions de la loi, j'ai invité le conseil communal de Djidja dans les délais de 15 jours après la proclamation des résultats en vue de l'installation du conseil communal, de l'élection du maire
des adjoints au maire et des chefs d'arrondissement. Cependant, après l'installation du conseil communal, j'ai dû suspendre la séance. Comme je le rappelais tout à l'heure, le parti ayant remporté la majorité des sièges est le seul parti pouvant présenter les candidats au poste de maire et des adjoints au maire. J'ai reçu une liste des représentants du parti. J'ai demandé une suspension pour pouvoir faire authentifier cette liste au niveau de l'instance du parti. Et dès que j'aurai l'assurance que la liste à moi remise est une liste conforme à ce que le parti a décidé, je vais faire reprendre la séance sans délai. L'authentification de la liste, ça dépend de ce qu'il met dedans. C'est le parti majoritaire qui présente au poste de maire et ses adjoints. Cela suppose que, préalablement, il devrait avoir un travail profiné au sein du parti pour recevoir l'assentiment de tout le monde. Étant donné que nous sommes dans un jeu démocratique, si la majorité emporte sur la minorité au sein du parti, la minorité doit pouvoir l'accepter. Donc, c'est des détails que je ne pense pas vous dire, mais compte tenu du fait que vous m'obligez certainement à me prononcer, je vous réitère ma préoccupation en disant qu'il y a quelques gros détanglements que nous allons corriger pour faire avancer le processus. Le Bénin appartient aux Béninois et les lois que nous votons à l'Assemblée nationale sont des lois qui sont votées d'abord par nous et pour nous-mêmes et par la suite pour les populations. Donc nous n'avons aucun intérêt à brimer cette population-là. On a constaté des cacophonies dans certaines communes. Sur les 37 communes installées jusqu'à aujourd'hui, il y a 20 communes qui ont eu leur maire. 17 n'ont pas reconnu leur maire parce que au sein de la même famille politique, partisans n'arrivent pas à accepter les choix présentés par les responsables des partis. C'est ça ma compréhension. Et d'ici là, nous allons nous réglementer par rapport à ça. Il faut qu'on aille à la réforme du système partisan. La vision, c'est la vision du président Talon. Et nous allons adhérer à ça. Parce que la loi doit être respectée dans notre pays. Chez nous, à Djidja, tout est en ordre. Et c'est ce que le préfet vient d'exprimer. Je remercie tous les 25 conseillers. Je remercie aussi la population de Djidja qui massivement a porté son choix sur ma modeste personne. Il faudra encore attendre quelques jours pour connaître le nouveau maire de la commune de Lokossa aussi. La séance d'installation des conseillers communaux ainsi que d'élection du maire, de ses adjoints et des chefs d'arrondissement n'a pas connu son épilogue. Le préfet, après installation des 25 conseillers élus, a dû suspendre la séance. Voici ses explications. La loi nous oblige à installer les conseillers communaux dans un délai de 15 jours suivant la proclamation des résultats. Nous avons projeté cette installation pour ce jour-ci et c'est ce que nous venons de faire. Maintenant, il s'est agi de procéder à l'élection du maire. Mais la loi dit que le candidat aux fonctions de maire ou de ses adjoints est présenté par la liste ayant obtenu la majorité. J'ai constaté ce matin, jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas reçu la déclaration de candidature du parti ayant obtenu la majorité. Là, je me trouve dans l'obligation de suspendre, je n'ai pas dit reporter, de suspendre le processus d'élection du maire et de ses adjoints et des chefs d'arrondissement. Dès que j'aurai cette déclaration, je ferai encore appel au conseiller pour l'élection du maire, de ses adjoints et des chefs d'arrondissement. À Bomé-Calavi aussi, les travaux se sont limités à l'installation du nouveau conseil communal. Le maire de la commune et ses adjoints ainsi que les chefs d'arrondissement n'ont pas pu être
élus, faute du consensus au sein du parti qui détient la majorité. Le point avec Nassis Alosser, Rachidi Soubero. La séance est suspendue. Suspendue pour faute de liste de candidatures à présenter au poste de maire et ses adjoints. L'appel à candidature lancé par le préfet de l'Atlantique n'a pas eu de suite séance tenante alors que les regards étaient tournés vers l'Union progressiste, le parti majoritaire au sein du Conseil. Et celui qui a conduit la liste du logo Baobab ici lui refute toute thèse de dissension au sein de son groupe. Aucune dissension parce que aujourd'hui n'est pas maire de la commune qui veut. C'est désigné par le parti et lorsque le parti ne l'a pas encore fait, nous avons toute la latitude de nous patienter et d'attendre que cette liste soit faite. L'attente, c'est ce qu'il faut pour connaître l'identité du nouvel occupant de l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi. La bataille se fera avec l'Union progressiste qui dispose de 29 conseillers élus. En face, le bloc républicain qui en compte 18 et le parti FCBE présent avec 2 conseillers élus. Toutefois, les 49 nouveaux conseillers communaux tous présents ont été installés par l'autorité préfectorale qui leur a rappelé la posture à adopter désormais. Vous devez transcender vos différences politiques. À partir de ce jour, votre seul parti politique doit être le parti du développement de la commune d'Abomey-Calavi. Et l'exemple d'une synergie d'action a été donné en marge de cette cérémonie avec les 3 derniers maires de la commune qui se tenaient côte à côte. Abomey-Calavi a la chance d'avoir dans son conseil tous les anciens maires de la commune. Et le suspense, y aura-t-il un nouveau qui va s'ajouter au conseil pour faire 4 maires ayant tenu le siège à Abomey-Calavi. Donc le suspense est toujours ouvert et vous savez que je suis toujours candidat à ma propre succession. Candidat pour un nouveau mandat et cette fois-ci pour relever bien d'autres défis. 17 ans après, il va falloir que l'on s'attaque à l'essentiel aujourd'hui. Voyez-vous, depuis un moment, on ne parle que des fonds FADEC, des réalisations des fonds FADEC. Mais les fonds propres de la mairie, il faudrait qu'on en arrive au fait qu'à un moment donné, on dise ceci, cette infrastructure-là, c'est fonds propres mairie à Abomey-Calavi. Les pistes à explorer par le futur maire d'Abomey-Calavi qui sera connu dans les tout prochains jours. Mais en attendant, le maire sortant a été autorisé à gérer les affaires courantes de la commune. On quitte politique et décentralisation pour parler maintenant éducation. Les élèves des classes de 3e et de terminale prennent part à l'examen blanc organisé pour jauger leur niveau. C'est un examen de mise à condition qui intervient dans un contexte lié à la pandémie du Covid-19. Pour constater le démarrage effectif des épreuves écrites, le directeur départemental de l'enseignement secondaire à Takora a visité les centres de composition. Abdou Sahabi Idrissou, Alassane Arona. Des candidats aux examens du brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat du CEG2 de Nati Tengou, soumis aux épreuves écrites de l'examen blanc session de juin 2020. Ils sont au total 564 candidats toutes séries confondues repartis dans 20 salles de classe qui prennent part à cet examen organisé au plan départemental. La finalité étant d'évaluer le niveau réel des candidats afin de corriger au besoin ce qui peut encore l'être avant l'examen proprement dit. Pour s'assurer du démarrage effectif de la composition et surtout l'application des mesures préventives éditées par le gouvernement pour contrer la Covid-19, le directeur à charge de l'enseignement secondaire au plan départemental est descendu sur le terrain. Il faut dire que toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement pour que les examens blancs aient lieu. Et on a pris toutes les dispositions, les mesures barrières, la distanciation sociale, le port de masque, vous avez pu le constater, le lavage systématique des mains des candidats. Et je crois que dans tout le département de l'Antakora, à 8h00, les épreuves ont été lancées dans tous les centres. Avant les présentes évaluations, des cours de renforcement et de révision ont été initiés juste après la reprise des cours du 11 mai dernier pour permettre aux candidats de mieux affronter les épreuves. Les élèves sont prêts parce que nous avons pris depuis le 11 mai la décision de reprendre les cours. Et à cette reprise,
on a dû faire des remédiations avec les élèves, on a dû les renforcer, on a dû réviser, comme on le dit, avant que les examens blancs ne soient programmés. Le CG2 de Nati Tengou n'est pas le seul centre de composition visité par le directeur départemental de l'enseignement secondaire à Takora. Au CG1, Denga Sagui et sa suite ont constaté que la composition a démarré sans difficulté majeure. Et déjà, très tôt, l'autorité a su organiser les choses. Les épreuves sont reçues à temps et nous les avons multipliées et les instructions ont été données par la direction départementale et nous les avons respectées à la lettre. Et pour ce faire, tout a été démarré à l'heure. Tout se passe très bien. Les élèves candidats sont assis un par table. Ils sont assis dans les mêmes conditions que l'examen. On n'a pas enregistré d'absents. Pour ces essais blancs, au total, 132 collèges publics et privés sont réquisitionnés comme centre d'examen au plan départemental, histoire d'éviter la propagation du coronavirus. Et l'examen a eu lieu également dans le département du Zou. Les candidats ont tous répondu présents dans les différents centres de composition retenus à l'occasion. Au total, 13 614 candidats composent pour le BEPC pendant que 5 928 affrontent les épreuves du baccalauréat dans 89 centres de composition. Imet Hélène Amousson. Des examens blancs pour jauger le niveau de compréhension des cours dispensés aux apprenants. L'exercice est organisé au profit des candidats au BEPC, le brevet d'études du premier cycle, ainsi que ceux au baccalauréat session de juillet 2020. Les épreuves vont démarrer ce 2 juin dans le département du Zou. Déjà à 7h30 au collège d'enseignement général 1 d'Abomey, comme dans d'autres centres de composition, la plupart des candidats étaient en salle, masque de protection au poing. Les candidats affirment être prêts pour le test. Je maîtrise bien ce qu'on va demander grâce aux révisions et aux cours. Je sais que ça ira juste. Bon, un peu de la stress, sinon ça va. Bon, on se sent un peu gêné, on n'arrive pas à bien respirer, mais ça ira. Organisés dans un contexte particulier, marqué par une crise sanitaire mondiale, ces examens blancs vont durer 3 jours. L'accès au centre de composition est subordonné au port systématique de masques. Pour les autorités en charge de la supervision, les consignes données sont claires. Si vous passez dans les salles, vous allez remarquer que tous les candidats ont leur masque. Ils sont un par table. Et à l'entrée de chaque salle, vous allez voir le dispositif de lavage de mains. Donc ça, c'est le minimum que nous pourrons faire, soit pour empêcher la propagation de ce virus lors de ces compositions. Avant le lancement des épreuves à 8h par les responsables de la direction départementale de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, les dispositions sont prises pour le strict respect des mesures de riposte contre le Covid-19. Nous composons à un moment de pandémie. Un moment de pandémie où cela est également une autre épreuve pour nos apprenants. Où vous avez constaté avec nous la pression, les exigences. Cela n'est pas d'habitude. Les enfants, il faut qu'ils soient en bonne santé pour étudier. Nous sommes très exigeants sur le port du masque. Nous sommes très exigeants sur la distanciation sociale. Un candidat par table et les tables sont encore espacées, vous avez constaté. Nous sommes très exigeants par rapport aux normes exigées pour limiter la propagation de cette infection. Pour ces examens blancs, dans le département du Zou, 13 614 candidats composent pour le BEPC et 5 928 pour le bac. De l'éducation, on passe à la religion. Les membres de la Fondation Malerosso étaient face à la presse hier pour se prononcer sur la réouverture des lieux de culte, une décision gouvernementale qui, selon la Fondation, permettra de combattre le coronavirus à l'aide des prières. La Fondation s'est aussi indignée du comportement des nouveaux conseillers communaux dont l'attitude bloque l'élection des maires dans certaines villes de nos communes. Wahab Ali Para, à Siongon Kanya Siongon. La décision gouvernementale visant la réouverture des lieux de culte est applaudie ici par la Fondation Malerosso. Les membres y voient une clairvoyance du chef de l'État, mais surtout un moyen pour repousser la menace grâce aux nombreuses prières. Je remercie le chef de l'État, son Excellence,
Patrice Talon et son gouvernement, ainsi que les institutions de la République, pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour combattre le coronavirus. Merci beaucoup pour l'ouverture des églises et des mosquées. Oui, les églises et les mosquées sont ouvertes. Et je crois par la grâce de Dieu, coronavirus ou Covid-19, lui, il a été enfermé et enterré, Inch'Allah. Nous prions Dieu que ça soit comme ça. L'actualité nationale a également été passée en revue. La Fondation Malek Hossou décerne un satisfecit au président de la République pour l'organisation à bonne date et sans heurts des élections communales et municipales. Mais l'élection ratée des maires dans bien de communes du pays est désapprouvée par le président Yakubu Malek Hossou, quelque peu amer face à cette attitude des nouveaux conseillers. Ce que nous sommes en train de constater, c'est très très grave. C'est très très grave dans la mesure où le parti a désigné quelqu'un pour être maire et un autre lève la main pour dire que lui-même veut être maire. Ça, c'est l'indiscipline totale. Et en ce qui nous concerne, il faut de l'ordre. Et ceux-là doivent être radiés des partis. Je parle de tous les partis, SCBE, UPBR. Parce que c'est le parti qui dirige les militants. La Fondation Malek Hossou invite donc les formations politiques à prendre leurs responsabilités afin que tous les exécutifs communaux soient installés et que démarre le développement tant souhaité de nos localités. Des affiches et des banderoles invitant les fidèles au respect des gestes barrières ont été confectionnés et seront distribués dans toutes les grandes mosquées du Bénin. Ça va aller dans toutes les mosquées du Bénin. Et même s'il le faut, donner aux églises, parce que la religion est une. Toujours religion, de leur côté, les responsables des lieux de culte apprécient et eux aussi cette décision du gouvernement. Après plus d'un mois de confinement, ils pourront donc désormais à nouveau entrer en contact avec leurs fidèles. Ils en profitent pour confier à nos reporters les mesures prises pour éviter la propagation de la pandémie. Suivez. C'est un sentiment de joie, de véritable joie. Et je me sens très très à l'aise de voir mes fidèles en train de reprendre les activités, de me voir moi-même en train de reprendre les activités. Donc le gouvernement a pris une très bonne initiative et il faut vraiment féliciter ce gouvernement-là. Je crois, nous, au niveau des temples, au niveau de nos églises, nous avons sensibilisé suffisamment les nôtres pour que chacun sache que les activités vont reprendre, mais avec beaucoup de précautions. La distanciation est une obligation. Le port de cache-nez est une obligation. Se laver les mains est une obligation. Et j'aurais souhaité même que, même si le Covid s'en allait, que se laver les mains là, qu'on garde ça là pour l'éternité. Depuis longtemps que les lieux de culte de manière générale ont été fermés, ça ne faisait pas du tout le bonheur des adorateurs de Dieu. Alors la décision est venue à point et c'est très bien. Mais de manière particulière, j'allais ajouter que les mesures barrières qui ont été depuis lors signalées à tout le monde et qui étaient en train d'être exécutées jusque-là, une fois que les lieux de culte de manière générale, en particulier les mosquées, seront rouvertes, eh bien c'est le lieu encore de rappeler aux fidèles la mise en pratique de ces mesures de barrière-là. Le dispositif de lavage des mains, ensuite des gels à l'intérieur de la mosquée. Nous avons déjà informé les fidèles que chaque fidèle viendra avec son masque, ensuite avec son petit tapis de prière individuel. Nous avons déjà informé chaque fidèle. Dès que l'un pose son tapis, il laisse encore un emplacement d'un autre tapis et l'autre vient maintenant poser. Ça fait déjà la distance requise. Nous accueillons cette nouvelle avec joie parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu.
Alors, l'église est restée dans le confinement durant deux mois et le pain, c'est-à-dire la parole de Dieu que nous devons manger, on l'a mangé à la maison pendant 2 mois. Maintenant que c'est ouvert, on doit la manger avec nos frères en Christ. Nous sommes très contents, nous, peuple de Dieu, nous sommes très contents parce que les églises vont reprendre les activités, d'accord, dans le rôle de servir le Seigneur dans la vérité, de prêcher le vrai évangile, l'évangile du salut. Parce que ce qui s'est passé là, c'est comme un test, c'est comme un dernier avertissement que Dieu nous a adressé. Donc, quand nous allons reprendre les activités maintenant, nous devons prendre conscience, nous leaders, nous pasteurs, nous évangélistes, nous apôtres, prophètes, etc. Nous devons prendre conscience et n'enseigner que la vérité, de faire des hommes, des femmes qui séjournent dans les églises, dans nos églises, de faire de ces gens-là des disciples de Jésus, des témoins de Jésus-Christ et non des fidèles pour remplir une congrégation. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Les compagnies de transport en commun ont renoué aussi avec leur activité depuis mardi. À Parakou, la reprise est effective et est saluée par les différents acteurs du secteur. Au niveau de chaque bus de transport en commun, les responsables font respecter les gestes barrières. René Soglon. Après plus de 2 mois de suspension du fait du Covid-19, le transport en commun a repris du service dans la ville de Parakou ce mardi 2 juin. Lors du dernier Conseil des ministres, le gouvernement a décidé d'assouplir les mesures restrictives prises pour éviter la propagation de la pandémie. Cette reprise des activités est un véritable soulagement pour les acteurs, selon 2 agents de compagnie de transport en commun rencontrés sur place. Aujourd'hui, on a repris, on est très contents, C'est vrai que c'est encore timidement, mais vraiment c'est très important, très content parce que pour une vie, rien ne suffit de rester à la maison en tant qu'homme sans rien faire. Ça n'a pas été facile, hein. Pendant 2 mois, on n'a rien eu à la maison, on est à la maison comme ça. Bon, comme moi que le gouvernement a décidé de partir, de nous donner l'opportunité de commencer, on va voir ce que ça va donner. Au niveau du parc ANCB, le plus grand de la ville de Parakou, les responsables des compagnies de transport en commun accordent du prix aux mesures sanitaires. Seul bémol, dans le rang des chargeurs, la discipline n'est pas encore au rendez-vous. La recherche de passagers au profit des compagnies fait oublier le contexte de crise sanitaire. Il y a un travail préalable qui devait être fait et c'est ce qui n'est pas fait. C'est pour cela que vous voyez ceci. Mais juste après le départ des bus de 7h, on aura une réunion et réunir tout le monde, les expliquer comment ça doit se passer, comment nous devons nous comporter avec les clients, tout ceci. Vous allez voir à côté de toutes les compagnies présentes ce matin, il y a eu le système de lavage des mains qu'on a mis en place. Et même si vous devez rentrer dans un bus en désordre, on va vous faire descendre. De Parakou, pour se rendre à Cotonou, il faut débourser entre 9 et 12 000 francs CFA contre 7 000 au plus avant l'apparition du coronavirus. Mais aujourd'hui, l'essentiel pour le voyageur, c'est la reprise des activités des bus de transport en commun. Je suis très content parce que je suis bloqué ici à Parakou depuis le 22 mars. Je devrais repartir à Cotonou, mais compte tenu de l'arrêt du fonctionnement du transport en commun, j'étais obligé de rester jusqu'à ce jour. Donc, le prix, pour moi, c'est un prix très astronomique. Je n'ai pas d'autre choix. À mon arrivée, j'ai constaté qu'il y a un changement. Au lieu de deux personnes par les 2 chaises, c'est une personne qui s'asseye. Et j'ai aussi constaté qu'il y a le système de lavage des mains et la distanciation d'1 mètre est respectée. Et presque tous les passagers ont leur cache-nez. Pendant ce temps, il faut préciser qu'au niveau des petits véhicules, les responsables s'activent pour revoir les tarifs en vigueur, ceci pour faire face à la nouvelle concurrence qui s'installe. Journée de l'arbre, on en parle maintenant puisque nous sommes
dans le mois de juin. 6721 plants de palmiers sélectionnés ont été mis en terre lundi à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre édition 2020. L'initiative est de la coopérative d'aménagement rural CAR d'Agamin, c'est dans la commune de Lokossa. Ces plants ont été mis en terre sur une superficie de 47 hectares. Geoffroy Messin. La relance de la filière palmier à huile au Bénin est désormais sur de bons rails et la coopérative d'aménagement rural CAR d'Agamin, à travers sa nouvelle équipe dirigeante, ne veut être du reste. Ce lundi 1er juin, Journée nationale de l'arbre, elle a choisi de mettre en exécution l'une des activités qui figurent sur son plan annuel de travail. Il s'agit de la replantation de plants de palmiers sélectionnés. Nous sommes tous là, avec tous les acteurs, la police, la préfecture, le tribunal, les associations de développement pour rehausser cette cérémonie. Parce que dans l'histoire, on n'en a plus jamais connu. C'est sur ce domaine de 47 hectares que la CAR d'Agamin met en œuvre sa politique de replantation de plants de palmiers sélectionnés. Au total, 6721 plants sont en train d'être mis en terre, et ceci avec le respect strict des normes en vigueur. On a fait le piquetage, après ça, on a fait la trouaison. C'est après la trouaison maintenant que nous sommes en train de mettre en terre des plants. Nous avons constitué une équipe qui a fait un piquetage. L'écart respecté, c'est de 9 mètres entre les plants et entre lignes 7 mètres 80. Donc le piquetage a été fait en triangle équilatéral. C'est ce qui ça la permet de faire le nettoyage, la surveillance aussi. Pour l'entretien, nous avons par exemple au niveau de notre cas là, nous avons des gens qu'on appelle le service général. Il y a des patrouilleurs qui font la surveillance et puis il y a aussi des gardiens pour la replantation. La nouvelle équipe dirigeante de la CAR d'Agamin, élue en janvier dernier, promet tout mettre en œuvre pour que les plants fleurissent et que la filière palmier à huile retrouve ses lettres de noblesse. On doit remercier le chef de l'État, le président Talon, qui a donné des instructions fermes. Sinon, il y a du désordre dans le secteur. Une richesse s'entretient. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. L'acte de mettre un pied en terre, c'est un acte historique. C'est un acte courageux que nous léguons aux générations futures. Je dois nous inviter, dès cette cérémonie, de bien vouloir entretenir ces plans. Donc je voudrais inviter chacun pour l'acte civique qu'il aura à poser au quotidien pour la survie de ces plans, afin que d'ici 4 ou 5 ans, ça puisse commencer par donner des fruits pour permettre à notre communauté de disposer des ressources supplémentaires pour son épanouissement et son développement. La police républicaine promet également jouer sa partition dans la sécurisation des jeunes plants ainsi que le maintien de l'ordre dans les plantations. L'édition 2020 de la Journée nationale de l'arbre, toujours, elle a été célébrée aussi dans le Mono, précisément au complexe scolaire d'Asséchidji, c'est dans la commune d'Atiémé. Présidée par le secrétaire général de la préfecture du Mono, elle a permis de mettre en terre 850 plants. On retrouve Geoffroy Messin. Voici le site qui accueille, pour le compte du département du Mono, les manifestations officielles de la Journée nationale de l'arbre, édition 2020. Il s'agit d'un domaine de 2 hectares situé dans la commune d'Atiémé et qui fait partie du patrimoine du complexe scolaire d'Asséchidji. Par décret numéro 85-291 du 2 juillet 1985, l'État béninois a institué la Journée nationale de l'arbre. Donc depuis 1985 jusqu'à aujourd'hui, nous célébrons chaque année cette journée couplée avec la campagne nationale de reboisement. Sous la conduite du secrétaire général de la préfecture du Mono, environ 850 plants ont été mis en terre durant cette matinée du 1er juin 2020. Je voudrais demander
que les comités locaux, comme quelqu'un l'a souligné, qui ont été mis en place, nous aident à protéger ces arbres. Il ne suffit pas de planter les arbres. Il faut les protéger, il faut les conserver. C'est dans cette conservation que nous allons régler tous les problèmes que j'ai évoqués supra. C'est dans cette conservation que nous allons conserver la biodiversité. C'est dans cette protection que nous allons promouvoir également l'économie verte. Cette édition 2020 de la Journée nationale de l'arbre est placée sous le thème « Arbres et conservation de la biodiversité pour une économie verte durable ». Elle sert également de lancement à la campagne nationale de reboisement. Depuis la session au pouvoir en 2016 du président Talon, il y a eu des initiatives pour encourager le reboisement. Ici, on est sur un site communal, mais il y a des initiatives à travers le programme de reboisement intensif où on promet le reboisement individuel. Ça veut dire aujourd'hui, c'est des gens de domaine, s'ils font l'effort de reboiser ces domaines-là, il y a des prix qui sont offerts à ces planteurs privés-là. C'est l'occasion d'inviter la population à cela. C'est l'occasion d'inviter aussi la mairie à avoir un domaine pour la commune. Parce qu'il y a le projet forêt classée qui a au projet d'accompagner les communes des départements du Mono et du Poufo pour reboiser d'ici l'an 2023 près de 100 hectares. Les communes de Kouyagbe et de Lokossa ont déjà une longueur d'avance sur les autres communes. Autorités à divers niveaux, apprenants, enseignants et parents d'élèves, chaque acteur du système éducatif présent s'est engagé pour la pérennité des plans. L'arbre, c'est la vie. Je dois le plus de vie. Je dois le protéger. Je dois le conserver. Je dois l'entretenir. L'arbre, c'est la vie. L'arbre, c'est la vie. Je dois le protéger. Je dois le conserver. Je dois l'entretenir. Et c'est sur cet élément que s'achève ce journal. Merci pour votre aimable attention et surtout pour votre fidélité renouvelée à nos programmes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction et l'équipe technique, sans oublier la diffusion. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site internet, le www.canal3television.com. À bientôt.